Très bien. Eh bien, on va donc terminer cette série sur les fondamentaux de la multimodalité avec donc aujourd'hui, je vous avais proposé effectivement que l'on explore plus particulièrement la dimension projet hein, de la formation multimodale. Alors avant de commencer par cet aspect projet, qui à mon avis devrait nous amener à avoir quelques échanges entre nous, je vais commencer justement par vous proposer quelques échanges. Alors sur le site de Caen, ça se passera, je pense, par l'intermédiaire de Christophe. Et puis sinon, alors soit par le chat, ou soit par la prise de parole directe, hein, parce que bon, on est justement profité que nous ne sommes pas très nombreux aujourd'hui sur cette séance pour pouvoir effectivement donner des temps de parole et se laisser suffisamment de temps. Alors, j'espère que vous avez eu un petit peu de temps pour consulter les différentes ressources que je vous avais indiquées à la suite du webinaire de la semaine dernière. Donc à la fois la fin du parcours sur la multimodalité, euh, peut-être un webinaire qui était peut-être important quand même malgré tout parce que c'est quelque chose qui touche à la dimension juridique dont je ne suis pas un spécialiste, donc je peux vous en donner quelques niveaux d'explication, mais je n'aurais pas su forcément répondre à toutes vos questions, hein, donc c'était le webinaire que je vous avais indiqué, alors qui s'appelait webconférence, mais peu importe, qui était organisé donc par le FOD, le Forum des acteurs de la formation digitale, qui avait été organisé à l'occasion de la publication de la foire aux questions réalisée avec la DGEFP et avec donc Centrinfo. Donc qui abordait bon nombre des questions à la fois techniques et financières sur le comment suivre, comment rémunérer, comment présenter et remettre les bons documents dans le cadre d'une formation, alors d'une séquence tout du moins d'une formation à distance, dans une formation multimodale. Tout ce qui relève de la distance est effectivement un petit peu plus contraignant, dans le sens où il y a un décret qui dirige un petit peu la façon de procéder. Voilà, et puis des ressources aussi que je vous avais proposé de consulter. Alors, est-ce que vous avez une question ou une remarque à nous faire partager avant que l'on démarre ce dernier webinaire sur la dimension projet de cette formation multimodale? Alors, vous pouvez prendre la parole ou lever la main déjà si vous voulez. Vous vous souvenez en haut à gauche, hein, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez signaler que vous voulez intervenir. Et puis, Christophe, peut-être de ton côté, il y a peut-être des questions autour de toi dont tu peux te faire le relais. Euh, Par le micro, ce sera peut-être plus simple que par chat dans ce cas-là. Alors, on t'écoute. Je prends la parole 2 minutes pour dire juste, c'est une question technique. Sur le lien qui a été diffusé, j'avoue que je n'ai pas vérifié, sur Apprendre autrement, apparemment le lien n'est pas bon. Il ne fonctionne pas, et apparemment c'est un lien où il y a noté un HTTP, or c'est un HTTPS, donc il faudra juste qu'on renvoie le bon lien. Voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé, mais en tout cas certains d'entre nous avons essayé, et en fait le lien n'est pas le bon. Alors, il y avait un lien effectivement tout au Considération. début qui avait été communiqué qui ne fonctionnait pas bien. Après, on l'avait redonné et On l'avait donc refait. je vais le renvoyer par mail, je le renverrai par mail ce soir pour effectivement bien le redonner. Effectivement. Oui, oui, il y avait Hmm. petite astuce là-dessus. D'accord. Alors, des questions sinon de ton côté, non? Autour de toi? Non, non, tout le monde est très sage, tout le monde a tout bien compris, tout le monde dit tout est très limpide. Ça, c'est ce qu'on dit quand on veut pas qu'on nous Oui, repose une question. on n'a pas de question. Et surtout, on veut pas qu'ils nous en posent. Bien, Je alors, recours. on va passer la parole à Marie-Thérèse dans ce cas-là, qui elle avait une question ou une remarque à nous faire partager. Oui, bonjour à tous. En fait, donc toujours très intéressant ce webinaire. Nous sommes un centre de formation un peu particulier,
puisque la multimodalité n'est pas dans nos formations préparatoires. Là, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place. Nous, les plateformes, pas du tout sur ce sujet-là. Par contre, il y a d'autres choses qui sont très riches, qui donnent des idées pour justement préparer nos stagiaires qui vont rentrer en qualification, parce que là, ils vont rencontrer justement du temps de travail. Donc, nous, on est plutôt sur préparer la multimodalité dans lesquelles Alors, on n'a pas compris la fin, il y a des petites coupures, j'arrive pas à identifier pourquoi. Préparer la multimodalité, on n'a pas entendu, je crois, la fin de votre phrase, Marie-Thérèse. C'est-à-dire que je disais que nous, dans nos formations, nous ne travaillons pas beaucoup de modalités. C'est tout nouveau pour nous déjà, dans les préparatoires. Et puis aussi parce qu'elle n'est pas dans l'offre, donc dans la réponse que l'on a pu faire. Et nous sommes plutôt sur le champ de préparer nos stagiaires à la multimodalité qu'ils vont rencontrer dans les qualifiants maintenant, parce que nous, c'est la suite des parcours. Et nous commençons à travailler avec des... C'est peut-être un peu du bricolage, c'est pour ça que ces webinaires sont importants, parce qu'ils vont nous apprendre à certainement être un peu plus, on va dire, professionnels, entre guillemets. D'accord, ok, bah merci déjà de ce retour. Pas de questions particulières, sinon par rapport à ce que vous avez pu alors soit voir ou lire ces derniers temps. Non, non, c'est très clair. Non, non. Je remets mon micro, je l'avais coupé, pardon. Oui, on avait des petites coupures du côté de Marita. Alors, c'est toujours difficile à identifier d'où peuvent venir les petites coupures de son. Quelquefois, quand on a un micro ambiant, hein, on va faire une petite parenthèse technique, quand on a un micro ambiant, on peut avoir, si on bouge un petit peu, en fait, les micros ne sont pas forcément multidirectionnels. Donc si on a tendance à bouger un petit peu la tête en parlant comme on le fait naturellement, eh bien ça crée des petits effets de coupure. Ou alors quelquefois c'est le réseau internet qui peut nous jouer des tours. Voilà. Alors vous pouvez recouper votre micro, Marie-Thérèse, si vous voulez maintenant. Et puis donc merci pour ce témoignage. Effectivement, entre vous ces formations préparatoires et les formations qualifiantes que dispensent un certain nombre de vos collègues qui sont là aujourd'hui. Donc, on va enchaîner donc, sur le projet de formation multimodal. Et puis, comme les fois précédentes, hein, vous n'hésitez pas pour m'interrompre, pour poser des questions tout au long de ce déroulement. Le projet de formation multimodale, parce on a posé, vous vous souvenez, on a posé un petit peu le cadre au début, on a essayé de voir dans quel contexte et par rapport à quelle problématique on pouvait être amené à penser et à imaginer le développement d'une ou de plusieurs formations multimodales. La semaine dernière, nous sommes allés regarder ce que j'avais appelé les coulisses de cette multimodalité, donc avec les outils techniques dont on avait besoin, les moyens, les compétences un peu, on en avait parlé, les ressources numériques d'apprentissage qui sont bien sûr indispensables à la mise en place, à la création d'un parcours de formation. Tout ça, bien sûr, doit s'inscrire dans une logique de projet, que ce soit un projet individuel ou que ce soit le projet collectif, le projet de l'établissement de formation. Mais ce projet de formation multimodal, pardon, il peut aussi trouver son pendant dans le cahier des charges du commanditaire qui va exprimer un certain nombre d'attentes, de besoins et donc qui va être amené à orienter le projet lui-même. Donc, vous vous souvenez que je vous avais, par ce petit schéma, rappelé quelles étaient les composantes de la formation multimodale, qu'est-ce qui interagissait, ces éléments étant tous liés les uns avec les autres, puisqu'il suffit que l'un d'eux se grippe pour que notre formation multimodale ne fonctionne plus. D'où la raison de cette terminologie d'approche systémique. Donc il faut vraiment regarder le projet dans son ensemble. Alors vous vous souvenez que nous
nous avions parlé ensemble effectivement des contenus, nous avions parlé donc la semaine dernière des technologies et des outils. On les a balayés, je suis bien d'accord, parce que nous pourrions y passer de longues heures, voire plusieurs journées, pourquoi pas. Nous avions parlé également d'accompagnement, puisque la dimension de l'accompagnement, le tutorat, ce qu'on va appeler tutorat assez fréquemment dans les formations multimodales, est un, on va dire, des leviers de réussite pour une formation multimodale efficace. Il y a bien sûr les contraintes légales que j'évoquais tout à l'heure, que vous avez pu peut-être, et j'espère, sinon je vous invite à aller le faire après, découvrir ou redécouvrir à travers le webinaire que j'ai évoqué. Et puis, bien, on va bien sûr être amené un peu à parler aussi des formateurs, des apprenants, des auteurs, des ressources, des entreprises aussi, et puis de l'ingénierie pédagogique dont on a besoin pour construire tout ça. Donc, tout ça, tous ces éléments, en fait, ils vont trouver leur place dans ce que on va appeler le cahier des charges de la formation multimodale. Ce cahier des charges, il n'a pas vocation à être, on va dire, quelque chose de formalisant et d'être contraignant. Voyez-le plutôt comme en fait un ensemble de repères qui vont à un certain moment vous aider, soit vous donneurs d'ordre, soit vous prestataires de formation, à ne pas oublier, à prendre en considération un élément qui peut sembler mineur, mais qui, comme on l'a vu sur le schéma précédent, peut être fortement perturbant, voire mettre en péril la réussite de la formation. Une formation multimodale, c'est avant tout une formation, donc il lui faut un objectif. Et là, on va déjà, si on décrit dans notre cahier des charges la formation que l'on envisage de mettre en place, bien, on va décrire effectivement qu'est-ce que l'on veut, c'est quoi l'objectif de cette formation. Donc, c'est quelque chose d'assez classique, cette formation destinée à tel public, en reconversion, etc., pour leur permettre d'accéder ensuite à une formation qualifiante. Voilà, donc comme vous avez l'habitude de l'écrire dans tout projet de formation. La deuxième étape, le deuxième élément qui est quelque chose de beaucoup plus opérationnel par rapport à l'objectif général, ce sont bien sûr les objectifs pédagogiques. Dans toute formation, il y a des objectifs pédagogiques. À l'issue de la formation, les stagiaires sont capables de, et on va énumérer un certain nombre de choses, qui sont des objectifs, bien évidemment, qui vont être évalués. Je vous rappelle qu'en ingénierie pédagogique, on fait un lien, bien sûr, très étroit entre l'expression des objectifs d'apprentissage et l'évaluation des acquis, qui vont nous permettre de vérifier alors soit un acquis de connaissance, soit une capacité à réaliser tel type de choses. Donc les acquis d'apprentissage qui vont être le niveau de mesure de l'atteinte des objectifs. Donc là, rien de nouveau non plus, si ce n'est que peut-être, au hasard d'une formation, vous aurez un nouvel objectif pédagogique. Je pense particulièrement aux personnes qui sont très éloignées aujourd'hui soit de l'emploi ou qui sont, on va dire, des publics plutôt en insertion, à travers des objectifs pédagogiques à visée professionnelle ou à visée d'acquisition des savoirs de base, par exemple. Eh bien, la mise en œuvre d'une formation multimodale, donc ayant recours à des outils numériques, informatiques et numériques, va permettre d'atteindre un objectif détourné d'une certaine façon, mais qui fait partie à la fois des compétences de base à acquérir aujourd'hui. Je vous rappelle le dernier volet de Cléa sur le socle de connaissances informatiques qui a été mis en place là récemment, et qui fait que ça participe aussi à la socialisation de certains individus, de certaines personnes en formation. Cette, ces compétences, ces nouvelles compétences, on va dire numériques et informatiques en font partie. Donc dans les objectifs pédagogiques peuvent apparaître indirectement ces nouveaux objectifs. Bien évidemment, c'est quasi, on va dire, évident de dire, bah oui, forcément, il y a des publics et des prérequis. Mais vous vous souvenez ce que l'on a vu dans les fois passées,
c'est que les dispositifs de formation qu'on va construire sont aussi différents qu'il y a de public et d'objectifs à atteindre. Ça, c'est valable pour toutes les actions de formation. Mais en plus, nous allons être amenés à choisir des types de ressources numériques, des modalités pédagogiques, notamment quand les séquences sont en formation en autonomie, je ne dis pas forcément à distance, mais tout du moins en autonomie, sans la présence permanente d'un formateur. Le public auquel on s'adresse doit très clairement être identifié de façon à apporter les bonnes ressources, la bonne méthode pédagogique et le bon accompagnement en fonction des caractéristiques de ces personnes-là, en fonction de leurs connaissances de base, donc des prérequis pour accéder à la formation. Donc une importance peut-être plus grande à apporter à ce point d'analyse que sont les publics et leurs prérequis pour rentrer dans une formation multimodale, au risque, dans certains cas, de perdre des personnes qui n'auraient pas les prérequis suffisants, et notamment sur le plan de l'informatique, ou à l'inverse, si on veut être trop maternant, hein, d'une certaine façon, on peut en exaspérer un petit peu certains qui aimeraient aller plus vite, avoir plus d'autonomie et travailler selon leur envie. Donc, nécessité d'avoir une bonne connaissance de la multiplicité de ces publics, alors parce qu'en plus, bien sûr, vous pouvez avoir dans un même groupe des publics avec des profils relativement variés. La durée d'une formation, ça coule de source, j'ai envie de dire, parce que bien évidemment, on ne détermine pas une formation aujourd'hui sans une durée, bien que cette notion va certainement être amenée à bouger là, dans les semaines et les mois qui viennent, puisque la nouvelle définition de l'action de formation, et notamment le passage d'une logique d'heure à une logique de forfait, ou une logique financière pour le cas du CPF, va nous amener à considérer les durées d'une manière un peu différente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une durée dans tous les cas, puisque je parlais de forfait en l'occurrence, il va bien falloir annoncer que telle formation est prévue pour un temps d'apprentissage qui va être en moyenne estimé par l'organisme de formation d'une durée de, au hasard, 50 heures. Donc ça, c'est la durée estimée, forfaitaire, par l'équipe pédagogique, par l'organisme de formation. Ces 50 heures, elles ne se déroulent pas forcément d'affilée. Donc le rythme peut très bien être de 50 heures sur, on va dire, une semaine, mettons qu'il y ait 5 heures par jour sur 10 jours dans ce cas-là. Donc c'est pas forcément, effectivement, ça sera une formation dans ce cas-là sur un cycle continu, hein, sur 10 jours d'affilée. Mais on peut bien sûr avoir une formation de 50 heures à raison de 5 heures ou 10 heures par semaine. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler effectivement le rythme. Ensuite, les 10 heures par semaine, sur combien de semaines cette formation va se dérouler, et ça, c'est l'amplitude. Donc, tout autant nous avions dans le passé, sur les formations les plus classiques, une formation de, on va prendre une durée plus courte, 2 jours et 2 jours continus, et on s'en tenait à ça, avec deux dates. Aujourd'hui, on a deux éléments vraiment incontournables qui viennent s'ajouter. La durée, bien sûr, toujours, mais le rythme, quel est le niveau d'alternance entre les temps de formation et les temps, alors qui peuvent être des temps personnels si je ne suis pas en emploi, ou des temps de travail si effectivement je suis salarié, et sur quelle amplitude, donc sur quelle durée va se dérouler cette formation. Elle peut très bien se dérouler sur une semaine, sur 2 semaines, sur 2 mois. Donc là, on peut avoir tout type d'amplitude qui sera proposé, ce qui est important aussi parce que si on a un public salarié, par exemple, eh bien, il y aura peut-être des difficultés à dégager beaucoup d'heures sur une durée relativement courte. Alors, on aura plutôt tendance à augmenter l'amplitude. À l'inverse, si on a une personne qui est demandeur d'emploi ou qui est en reconversion ou même quelqu'un en formation initiale, si l'amplitude est trop importante, on risque de le perdre parce qu'effectivement, il y aura un phénomène d'ennui et d'attente qui sera un peu trop forte. Donc, durée, rythme, amplitude, ça fait partie effectivement des composantes que l'on doit retrouver. Donc, on est bien d'accord que la notion d'heure, qu'elle soit exprimée en heure ou en journée, la notion de durée n'est plus suffisante pour une formation multimodale, notamment une formation multimodale qui va alterner des temps en cours, des temps personnels,
et des temps en entreprise. On va bien sûr s'attacher à définir quelles sont les méthodes pédagogiques qui vont être utilisées. Je parle bien de méthodes pédagogiques au pluriel, puisqu'aujourd'hui, on va chercher à avoir de la variété dans les activités pédagogiques qui seront proposées. Et donc, pas simplement se mettre dans une logique de transmissif et d'auto-formation, mais avec de la variété, des approches plutôt orientées sur la collaboration, d'autres qui seront plutôt sur des formations en situ de travail, ensuite des temps d'apprentissage en autonomie. Donc là, on va des temps de découverte et de production individuelle. Donc on va essayer de mixer un ensemble de méthodes pédagogiques répondant, bien sûr, toujours de la même façon aux objectifs d'apprentissage qui sont visés en fonction du public et en fonction de la durée et du rythme, parce qu'il y a des choses qui, bien évidemment, si vous imaginez des applications en situation de travail, il va falloir forcément être sur un rythme qui permette d'aller mener ces expérimentations ou d'aller chercher de l'information en dehors du temps de formation en face à face. Donc, vous voyez que déjà tous ces éléments-là sont liés. Une fois qu'on aura déterminé ça, notre projet va consister à décliner quels sont les moyens techniques du coup dont on a besoin. Est-ce que j'ai besoin d'une plateforme de formation, comme on a vu autrefois? Est-ce que je peux me satisfaire d'avoir simplement un site web ou même d'envoyer par mail, comme je vous le fais par exemple toutes les semaines à travers un envoi de mail et des consignes, d'indiquer quelles sont les ressources à aller consulter, quels sont les sites web à aller visiter, quelles sont les activités tout simplement à faire dans leur ensemble. Donc, le LMS, en fonction de la formation que vous dispensez, ne sera pas toujours l'outil indispensable. On pourra dans certains cas s'en passer. Et à côté de ce LMS, est-ce que je vais utiliser des réseaux sociaux? Est-ce que je vais utiliser des productions vidéo? Est-ce que je vais demander à mes stagiaires de, par exemple, se filmer et se mettre en situation? Et donc, comment, par quels moyens je vais transmettre ces vidéos qui seraient produites? Donc cet ensemble de moyens techniques, il tient compte bien évidemment des moyens de la structure elle-même. Hein. Si je me place à l'échelle de l'organisme de formation, quels sont les moyens dont dispose mon organisme de formation, mes moyens techniques personnels en tant que formateur, ce que l'on me met à disposition ou ce dont je dispose, et puis associer à ces moyens techniques les compétences nécessaires pour les mettre en œuvre. Donc il y a tout un champ assez nouveau, là aussi, de compétences nouvelles qu'il va falloir identifier de façon à ne pas imaginer un dispositif certes pertinent, mais soit trop coûteux, soit trop complexe à utiliser, que ce soit par les formateurs ou les personnes travaillant dans l'organisme de formation, ou, autre cas, bien sûr, se mettre de l'autre côté, on va dire, de l'estrade, si on était dans une salle de cours, trop complexe à utiliser par les stagiaires eux-mêmes. Il faut s'assurer que on va donner les moyens à la fois aux stagiaires de réaliser des activités, que ces stagiaires, on l'a vu à travers les prérequis, aient les connaissances nécessaires pour réaliser ces activités qui vont s'appuyer sur des outils numériques, pardon, mais également qu'ils ont la possibilité d'accéder à ces outils numériques. Si je leur demande d'aller faire un mini-reportage vidéo, comment est-ce que je m'assure qu'ils ont l'équipement pour aller faire un mini-reportage vidéo? Peut-être que ça sera avec leur smartphone, peut-être que ça sera avec une tablette, avec une caméra. Dans tous les cas, je vais devoir m'inquiéter de façon beaucoup plus importante qu'avant des moyens mis à la disposition ou les moyens personnels dont dispose le stagiaire pour réaliser un certain nombre de ces activités techniques, enfin, ces activités pédagogiques qui lui sont demandées, qui s'appuient sur des moyens techniques. Sans quoi, bien, tout simplement, l'activité ne pourra pas être réalisée. C'était beaucoup moins vrai donc, quand on était en stage exclusivement face à face, puisque tous les moyens étaient apportés par l'organisme de formation, à la charge de l'organisme de formation de mettre en place des cellules, des laboratoires, des salles de cours, des salles multimédia, etc., etc. Je déporte aujourd'hui une partie de l'activité d'apprentissage en dehors de la structure de formation, que ce soit au sein de l'entreprise ou que ce soit au sein du domicile du stagiaire. Et donc, je vais devoir m'assurer qu'il a
les moyens minimums nécessaires à la réalisation de son action de formation. Sans quoi, ça ne marchera pas. À côté de ça, j'ai besoin bien sûr d'acteurs. Il me faut des personnes pour mettre tout ça en œuvre. Les acteurs, ils sont internes, ils sont externes. On a très rapidement identifié dans un dispositif quels sont les moyens, quelles sont les compétences dont on dispose en interne, en fonction de la taille de l'organisme de formation, en fonction des infrastructures qui sont déjà existantes. Donc, tous ces moyens vont être pilotés par des individus. Et quand on n'a pas les compétences ou quand on n'a pas les équipements en interne, eh on va se tourner effectivement vers des partenaires, vers des fournisseurs qui vont soit nous mettre à disposition un LMS à nouveau, soit venir réaliser des séquences filmées si on veut faire des vidéos, qui vont produire des ressources multimédia comme celles que nous avons vues la dernière fois, de type vidéo interactive, motion design, animation, diaporama sonorisé, toutes sortes de choses que je n'ai pas forcément la capacité et les moyens de réaliser en interne, et donc que je vais externaliser pour tout ou partie de leur réalisation. Je dis bien tout ou partie parce que, bien sûr, ça nous renvoie au point qui est juste à côté, euh, pour ce qui concerne les ressources pédagogiques, et on doit s'interroger sur la façon dont on va avoir recours à des prestataires extérieurs ou à des personnes, voire des formateurs externes à notre structure pour produire des ressources pédagogiques. Puisqu'à côté de la production même de la ressource pédagogique, il y a la question du droit d'auteur et des droits de reproduction, qui est quelque chose qui certes n'est pas nouveau, mais qui met bien en évidence justement quelque chose qu'on avait un petit peu oublié, que sont les droits d'auteur, en l'occurrence des formateurs, sur les productions qui sont réalisées. Euh, donc, je reviendrai effectivement sur ce que dit Christophe sur les tuteurs. On va rebalayer un petit peu les fonctions justement internes après. Et effectivement, les tuteurs qui sont bien souvent des formateurs, mais qui prennent, on va dire, une posture différente et donc vont avoir une approche un petit peu nouvelle. Alors, je reviens sur mes ressources pédagogiques. Dans mon dispositif de formation, je vais bien sûr avoir besoin de ressources. Ces ressources, on a vu qu'elles pouvaient être, on va dire, plutôt génériques. C'est ce qu'on appelle, on va dire assez vulgairement, ça fait quelquefois rire un peu, des ressources sur étagère, c'est-à-dire des ressources qu'on pourrait aller acheter dans un magasin, effectivement, et prendre sur l'étagère, que vous soyez grand, petit, jeune, vieux, vous avez accès aux mêmes ressources comme tout à chacun dans l'étagère d'un supermarché, sur les étagères d'un supermarché. Donc, ce sont des ressources, notamment dans le domaine des savoirs de base, des langues, de, du management, de l'informatique bureautique. Ces ressources qui n'ont pas besoin d'être personnalisées parce que, je dirais, chacun peut se les approprier telles qu'elles sont. Donc, on peut faire ces choix-là avec des possibilités de location ou d'achat auprès des fournisseurs qui savent aujourd'hui très bien vous proposer ça. Et puis, il va y avoir la question des ressources pédagogiques qui, elles, ont une particularité, notamment dans le domaine des métiers, donc sur tout ce qui est enseignement technologique, sur ce qui est spécificité métier ou ce qui est particulier à une entreprise elle-même. Si on veut former à des process d'une entreprise, bien évidemment, ce n'est pas au supermarché de la ressource pédagogique que je vais trouver ça. Je vais devoir faire concevoir ces ressources pédagogiques. Je vais les faire concevoir par qui? À nouveau, soit en interne, soit en externe. En interne, par les formateurs que j'ai au sein de mon organisme de formation et qui vont être en capacité de produire des ressources pédagogiques multimédia, soit je vais faire appel à un fournisseur qui va me les produire à ma demande, en fonction d'un cahier des charges que bien évidemment je lui aurai élaboré. Ce que l'on remarque aussi aujourd'hui, c'est que l'on va trouver en fait un mode de fonctionnement alliant l'interne et l'externe, tout ce qui est l'interne pour le fond, pour l'expertise que les formateurs d'un organisme de formation ont sur
quel est le message que l'on veut transmettre, quelles sont les connaissances, c'est-à-dire vraiment leur travail d'ingénierie pédagogique qu'ils font au quotidien, et on va les faire travailler en binôme avec un ou des prestataires externes qui, eux, vont être chargés de la médiatisation du contenu. Donc, eux, ils vont maîtriser les techniques informatiques, multimédia, pour produire ce contenu, mais à partir des données, à partir des éléments, à partir des scénarios pédagogiques qui leur seront fournis par les formateurs de la structure. Donc, des ressources pédagogiques, des auteurs, les deux sont indissociables, et entre les deux, la notion juridique, légale, donc des droits de propriété intellectuelle. Donc, c'est un point essentiel pour la pérennité du dispositif que de s'attacher dès le départ à ce dont enfin, vont avoir droit, d'une certaine façon, les auteurs et la structure, organisme de formation, qui est dans un certain nombre de cas, leur commanditaire, hein, si ce sont des formateurs vacataires, et dans un autre cas, la structure, enfin l'organisme de formation est leur employeur. Dans un cas comme dans l'autre, il y a des règles qui agissent, il y a des lois, il y a des textes qui vont aider à se mettre au clair et faire que chacun ne se sente pas ni dépossédé, ni dans une prise de risque trop importante vis-à-vis soit du commanditaire, soit justement du fournisseur, dans un sens comme dans l'autre. Alors, le dernier élément que l'on a besoin de prendre en compte, bien sûr, dans le cahier des charges, c'est le cadre réglementaire dans lequel tout ça s'inscrit. Si je suis en formation par apprentissage, ou si je suis en formation continue, ou en formation initiale dans un établissement public, bien, je n'ai pas les mêmes cadres réglementaires, je n'ai pas les mêmes obligations. Donc, dans certains cas, ben, si je suis à l'éducation nationale, ben, effectivement, ça s'inscrit dans un dispositif, et là, je vais pouvoir on va m'appuyer sur des ressources internes que sont les inspecteurs, en l'occurrence, et le personnel de l'académie pour m'aider dans cette production-là. Ceci dit, en passant, la notion d'auteur est beaucoup plus simple à gérer effectivement pour les enseignants du secteur public, hein, puisqu'il y a des choses qui sont contractuelles, qui sont inhérentes à la fonction d'enseignant de la fonction publique. Et donc, dans mon cadre réglementaire, ben, si par contre je suis un CFA et que je fais des formations par apprentissage, eh bien, j'ai des textes, certes récents, pas toujours très bien connus, mais qui aujourd'hui définissent comment je peux mettre en place une formation multimodale avec en l'occurrence des séquences de formation à distance. Donc, je dois prendre en compte effectivement ce cadre réglementaire pour définir quelles sont les durées, les rythmes, les amplitudes, quels sont les moyens techniques dont j'ai besoin, notamment si le cadre réglementaire exige, comme c'est le cas par exemple pour la formation professionnelle continue, de devoir attester de la réalité de l'action. Je peux dire que c'est un forfait d'une durée de 50 heures, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais devoir effectivement prouver, dans le cadre de la réglementation, que les 50 heures ou que les activités correspondant à la moyenne de 50 heures ont bien été réalisées par chacun des stagiaires qui a suivi cette formation. Donc, pour pouvoir attester de ça, eh bien, il va falloir que je mette en place un phénomène de collecte d'informations, de données, de faisceaux de preuves, on parle, hein, si on revient sur des termes un petit peu plus juridiques, mais qui sont tout à fait réels. J'ai besoin d'un faisceau de preuves me permettant de prouver aux financeurs ou aux commanditaires que la formation a bien eu lieu. Voilà. Il ne suffit pas de l'attester en tant qu'organisme de formation, il va falloir, en cas de contrôle, pouvoir prouver ce qu'on appelle donc la réalité de la formation. Et là, ça passe par un certain nombre de moyens techniques. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois, on n'a pas pris, on va dire, l'une de ces briques de façon isolée. Chaque brique a toujours une interdépendance avec une ou plusieurs des autres briques du cahier des charges, comme dans ma diapo précédente ici, dans mon système d'engrenage. Voilà, donc tout un ensemble de données que l'on va s'attacher effectivement à, je dirais, prendre en compte les unes avec les autres pour faire que tout ça fonctionne bien. Et ne rien oublier et s'assurer de la bonne qualité du dispositif.
j'ai peut-être oublié peut-être une brique qualité qui viendrait alors soit coiffer l'ensemble, soit s'ajouter à mon ensemble ici des 9 déjà existants. Des questions peut-être, des remarques déjà à cette étape. On va se garder un petit temps pour la fin pour échanger de toute façon. Alors, s'il n'y a pas de questions immédiates, juste avoir un petit aperçu. Un petit aperçu. Voilà, Christophe, vas-y, on t'écoute. Oui, je reprends juste pour dire que c'est vrai que quand on écoute et quand on regarde, on se dit finalement que c'est des choses qui sont traditionnelles. Oui, si on les prend individuellement, elles n'ont rien de. Juste pour dire que, pardon. Juste pour dire que parfois, en fait, on part des moyens techniques que l'on a et en fait, on remonte sur ce qui est possible de faire, etc. Ou alors, on ouvre au contraire en disant, moi, j'ai envie vraiment d'avoir un public très, très diversifié, de pouvoir faire des entrées-sorties permanentes et en fonction de ça, je vais mettre en place les moyens techniques qui vont bien, etc. Hein, mais c'est vrai que en soi, c'est souvent, il y a un lien, je dirais, direct entre le type de public, le type de ressources que je vais mettre en place et tout le dispositif en derrière technique. Je prends comme exemple les personnes qui travaillent sur l'illettrisme, hein, qui sont souvent en fait amenées à pas mal accompagner, à avoir des LMS un peu spécifiques avec pas trop de boutons, etc., qui vont mettre aussi en place des ressources spécifiques. Et comme tu le disais tout à l'heure, ces ressources peuvent être parfois paraître infantiles pour un autre type de personne, etc. Et tout ça c'est bien lié. Et finalement, quand on se pose la question de la multimodalité, il faut, j'ai envie de dire qu'il faut vraiment approfondir chacun des points et se dire aussi quelles sont mes contraintes déjà. Par exemple, si j'ai pas de Wi-Fi chez moi ou si je n'ai pas la possibilité d'accueillir les personnes avec un système dit biode, c'est-à-dire où chacun peut venir avec son smartphone, sa tablette, etc. et se connecter, bah, il faut que j'imagine aussi les moyens techniques que j'apporte, etc., etc. C'est aussi, c'est à la fois pouvoir dire si je veux ouvrir, eh ben, il faut que je me donne des moyens techniques, et puis parfois j'ai des moyens techniques limités, puis bah, du coup ça va automatiquement agir en amont sur le type de public, etc. Voilà, c'est juste pour. Ok, ben merci pour ce complément, Christophe. Alors, en termes de méthodologie de gestion de projet, je dirais on a pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, pour un certain nombre de cas, utilisé la gestion de projet traditionnelle pour faire de l'ingénierie de formation. Il ne faut pas perdre de vue que la gestion de projet traditionnelle, elle a pour origine quand même les process industriels et on l'a adapté à la gestion de projet dans d'autres domaines et notamment dans celui de la formation. La gestion de projet industriel, c'est essentiellement un processus linéaire où on définit un cahier des charges, ensuite les modalités dont ça va se mettre en œuvre, et puis après on construit, on réalise, et puis après on met en exploitation, on fait un pilote et on regarde si ça marche bien. Donc au début, on a analysé les besoins de notre client, on a élaboré le cahier des charges, on lui a fait valider. Ensuite, on a construit, on a bâti la maison à la limite. Et à un moment donné, on lui dit, ben voilà les clés, et vérifiez que la maison, c'est bien ce que vous nous aviez dit. Et puis là, la personne dit, ah bah oui, c'est bien ça, mais entre-temps, c'est vrai qu'on a réfléchi. Tiens, on va rester sur notre exemple de la maison. Et ben, il se trouve que maintenant, on a un enfant en plus, et en fait, ben, ça aurait peut-être pas été plus mal d'avoir une chambre un peu plus grande pour pouvoir mettre les deux enfants dans la chambre, alors que là, en fait, le petit vestibule qu'on avait prévu à côté, ou la petite penderie, n'est peut-être pas si nécessaire que ça, pour prendre des choses très pragmatiques qu'on va tous comprendre. Ben, tout ça, c'est parce que, en fait, dans le processus linéaire que l'on a ici, on ne prend plus en compte quelles sont les évolutions, quels sont les changements d'attitude ou les réflexions du client pendant cette phase de production.
Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans dans toutes les productions informatiques et notamment dans les projets de formation multimodale, on va privilégier ce qu'on appelle les méthodes agiles, qui sont des méthodes qui sont certes une succession de processus, hein, parce qu'on démarre bien du début à un moment donné pour terminer par un produit fini, mais en fait vont se succéder un ensemble d'actions et de périodes qui vont permettre surtout de prendre en compte des interactions avec les commanditaires et les utilisateurs. Le commanditaire de l'action, il peut, puisqu'on a parmi nous aujourd'hui, vous êtes plusieurs du conseil régional, vous avez vécu il y a quelques années, 2, 3 ans, je ne sais plus, un changement d'équipe. Les orientations qui ont pu intervenir entre les deux changements d'équipe d'élus, elles sont peut-être intervenues au milieu de la réalisation d'un projet. Comment est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on réalise le projet tel que l'équipe précédente l'avait imaginé, ou est-ce qu'on a la possibilité de, on va dire, remodeler ou de réorienter un peu le projet? Si on est dans un processus classique de gestion de projet, eh bien, il faut aller jusqu'au bout du projet pour se dire, ben, en fait, ce n'est pas exactement ça qu'on voudrait mettre en œuvre aujourd'hui. Si on est plutôt dans une approche méthodes agiles, ben, on a la possibilité, parce qu'on a des étapes intermédiaires, donc de prendre en compte de nouvelles orientations, de nouvelles idées, de nouveaux impératifs, comme un enfant supplémentaire dans une maison. Et donc parce qu'on va écouter les utilisateurs et on va leur faire valider étape par étape chacune des étapes pardon, de la production. Et puis peut-être qu'entre chaque étape, effectivement, ils auront eu des idées nouvelles. Peut-être que la technologie a évolué. Peut-être que la situation financière de l'organisme de formation ou du client a évolué. Donc il faut être capable de prendre ça en compte tout au long du processus de production et ne pas se figer par rapport à un cahier des charges qui a été signé à un moment donné, à une date dite. Et on peut très bien avoir un délai très important entre la date de signature du cahier des charges et la livraison du produit fini. Donc, on va rentrer dans un processus qu'on va appeler processus itératif, hein, c'est-à-dire où l'on va revenir en permanence, vous voyez ces boucles d'itération que vous avez là-haut, hein, donc à chaque fois, on va réaliser quelque chose, on va procéder à une boucle qui est effectivement, alors vous ne voyez pas très bien ce qu'il y a sur mon petit, ce qui est écrit là sur mon petit schéma. Le premier point ici, c'est effectivement, on va concevoir, on conçoit une boucle, on conçoit une action, on l'expérimente, on analyse les résultats de l'expérimentation, ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien fonctionné, et puis on corrige de façon, bien évidemment, à faire que la boucle et le processus fonctionnent mieux. Et ensuite, on passe au processus ou à l'étape suivante, et à nouveau, on va concevoir, expérimenter, analyser et corriger les imperfections. Bien évidemment, on ne fait pas que tourner en rond, parce que sinon le processus n'avance pas. C'est bien pour ça que ici, vous avez ce phénomène de boucle avec le phénomène d'avancement, c'est le côté incrémental. À chaque fois, on passe un cran supplémentaire. Donc, on fait une boucle, on passe un cran, on fait une boucle, on passe un cran. Et c'est comme ça qu'on avance dans la construction du projet. C'est beaucoup plus souple, on reste beaucoup plus proche des attentes de l'utilisateur. L'utilisateur est impliqué dans la conception. On parle beaucoup plus de co-conception, en fait, du projet de formation, plutôt que définition des attentes. Et ensuite, on vous livre un produit fini comme disait un petit dessin satirique il y a une dizaine d'années qui avait circulé dans nos métiers. Le client avait à peine exprimé ses besoins et le fournisseur lui répondait, vous inquiétez pas, on sait faire, on a l'habitude, c'est pas la peine de nous en dire plus. Non, pas du tout. Aujourd'hui, l'utilisateur est très très impliqué dans la phase de conception, dans la phase de réalisation, dans les phases de test. On parle aussi de co-validation, hein, de co-réception, on parle de réception des travaux. Eh bien, il est très impliqué dans la phase de réception. Et donc, c'est entre autres ce en quoi consistent les méthodes agiles appliquées à la conception de formation multimodale. Alors, pour un petit premier point de synthèse, ce que vous aurez compris, c'est qu'effectivement, en ingénierie des projets de formation multimodale, il y a des constantes. Les constantes, ce sont les caractéristiques d'un projet de formation, et Christophe l'a rappelé tout à l'heure. Si on regarde les 9 briques que je vous ai présentées,
individuellement, elles n'ont pas grand-chose de nouvel. Ce qui change, c'est effectivement la nature de chacune de ces briques et les interactions qu'il y a entre elles. Et puis, il y a des nouveautés donc, qui sont à intégrer en plus de ces caractéristiques de base. La première des nouveautés, sur laquelle il va falloir avoir une attention un petit peu plus forte, ce sont les outils numériques que l'on doit déployer. Pour des raisons qui ont été dites tout à l'heure, les outils dont je dispose en interne ou les outils que je dois acquérir et les outils disponibles ou les moyens techniques disponibles chez l'apprenant, que ce soit une entreprise ou que ce soit un apprenant stagiaire individuel. Première chose. Deuxième chose, les contenus numériques et leur production. Jusqu'à présent, on produisait des supports de cours, on faisait de la production papier, un petit peu de production sur un média de type vidéo ou photo, mais aujourd'hui, on a des contenus numériques, vous l'avez vu la dernière fois, plus complexes, plus multimédia, plus interactifs. Et donc, ces contenus, la nature de ces contenus et la possibilité effectivement de les produire en interne ou en externe, comme on l'a dit tout à l'heure, prend une place nouvelle et beaucoup plus importante. L'ingénierie du multimédia et de la distance, effectivement, je fais de l'ingénierie pédagogique, mais en plus, je dois avoir une connaissance de l'ingénierie du multimédia lui-même et de la formation à distance, notamment sur la dimension du tutorat à distance qu'évoquait Christophe tout à l'heure dans sa remarque. La nouvelle place du formateur en tant qu'accompagnateur à distance. Quatrième point, les compétences à la fois des formateurs, mais les compétences des apprenants aussi. Je ne peux pas me permettre de faire rentrer quelqu'un dans un dispositif de formation multimodale sans m'assurer des prérequis évoqués tout à l'heure et bien évidemment des compétences des formateurs. Donc j'ai résumé ici dans ce petit schéma qui date déjà un petit peu, donc il y a des termes qui mériteraient d'être, on va dire, améliorés. Quels sont aujourd'hui les acteurs du projet de formation digitale? Alors, vous avez en vert, pareil, les invariants, hein, ceux qui n'ont pas changé, quel que soit le type de formation, commanditaire, apprenant, financeur, prescripteur, maître d'œuvre. Alors, quoique entre commanditaire et financeur, les choses soient en train d'évoluer, bien évidemment, avec la réforme qui est en cours, qui est en train de se concrétiser. Mais dans tous les cas, on aura toujours des financeurs, des commanditaires et des apprenants. Et puis dans la sphère rouge ici, eh bien, les nouveaux métiers ou les métiers qui évoluent fortement, qui sont notamment le coordinateur pédagogique, avec une dimension quelquefois qui est celle de l'ingénieur concepteur pédagogique, quelquefois c'est la même personne. Les formateurs, les tuteurs, les experts de contenu, bien évidemment, ils existent toujours, ils existeront toujours demain, mais ils vont peut-être avoir un rôle différent. Les administrateurs de plateforme et les techniciens d'informatique, qui eux, bien évidemment, pour les administrateurs de plateforme, sont nouveaux, et métiers complètement nouveaux avec lesquels on va devoir travailler au quotidien, les infographistes, les intégrateurs multimédia. Donc, ce qui nous amène à nous interroger sur l'évolution des métiers existants. Donc on voit bien qu'il y a de nouveaux métiers. Il y a des métiers qui sont en complète réorganisation, restructuration. Le métier de formateur qui devient à la fois concepteur ou scénariste pour ensuite une conception qui va être réalisée par un expert externe à la structure, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. La possibilité également pour les responsables pédagogiques de prendre des fonctions d'administrateurs de plateformes de formation. Hein. On va leur demander, tout comme ils gèrent aujourd'hui des plannings, par exemple, quand ça fait partie des tâches du responsable pédagogique, ben non seulement il va gérer les plannings, mais il va gérer aussi la construction des parcours ou l'affectation de parcours de formation sur une plateforme de formation. Ça peut faire partie de ces nouvelles fonctions. Et puis l'informatique, qui bien sûr va toujours faire de l'informatique, mais ce qui va véritablement changer du côté des techniciens d'informatique ou des responsables d'informatique d'organismes de formation, c'est que jusqu'à présent, ils s'adressaient au personnel interne. Ils étaient une fonction support, soit de la fonction administrative et de la fonction pédagogique. La nouveauté, c'est qu'ils vont devoir être de plus en plus support des apprenants eux-mêmes, des stagiaires de l'organisme de formation, qui vont arriver, chacun par exemple, avec leur micro-ordinateur personnel,
Et il va falloir que ce micro-ordinateur personnel puisse se connecter au réseau de l'organisme de formation. Donc, là, on trouve bien quelque chose pardon, de nouveau dans l'émission, et donc une relation à un public, et avoir à travailler au quotidien avec un public dont il n'était pas en prise directe, avec lesquels il n'était pas en prise directe jusqu'à présent. Voilà, donc tout ça, ça se résume aussi, et fort heureusement, ben, en Normandie, les organismes de formation ont un certain nombre d'outils qui leur permettent donc de faire évoluer les compétences de leurs équipes et de s'approprier, tout du moins de découvrir dans une première étape, puis d'analyser les compétences dont ils disposent pour ensuite faire évoluer ces compétences. Donc vous avez, alors bien sûr, ça n'a pas vocation à être lisible, je vous rassure, hein, si vous avez l'impression que vos yeux sont un peu embués, ce n'est pas du tout le cas, puisque c'est une grande affiche que vous trouvez dans bon nombre d'organismes de formation, dans le bureau de Christophe Jourdain aussi, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à y passer. Donc un travail qui a été mené par un groupe l'année dernière, donc un groupe de travail d'organismes de formation, qui a donc permis de construire donc ce document que sont les fonctions du référent numérique. Le référent numérique se situant entre le chef de projet digital, multimodalité, quand on est dans un organisme qui a la taille pour avoir un chef de projet multimodalité, et le formateur. Et donc vous voyez qu'il y a tout un ensemble non négligeable de tâches qui peuvent être réalisées par le référent numérique. Ces compétences, enfin ces tâches, elles appellent bien sûr à des compétences. Ces compétences, eh bien, elles vont être déclinées à travers la démarche e-badge. Aujourd'hui, par exemple, pour les CFA qui sont rentrés dans cette démarche du label CFA numérique. Et puis, il y a les dispositifs, bien sûr, d'accompagnement à l'évolution, à la professionnalisation, tels que le dispositif du Carry4F et tels que les ateliers, ces webinars que vous suivez aujourd'hui avec Communautique, et puis bien d'autres dispositifs aussi dont j'avais plus la place tellement il y en a en Normandie pour les mettre sur cette diapo. Voilà. Alors pour prolonger ce webinaire, eh bien, je dirais vous aurez toujours bien sûr l'accès, alors avec le lien qu'on va vous redonner juste après, vers donc le parcours Apprendre autrement, tout ce qui se passe et tout ce qui est disponible sur le site de Communautique, de façon à continuer votre apprentissage et votre découverte aussi de la multimodalité. Voilà, je vous passe la parole, il nous reste quelques minutes. Je pense qu'on a peut-être l'opportunité d'échanger, peut-être que même par une petite phrase, nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette découverte et de ces 3 semaines, 3 lundis que nous avons passés ensemble. Allez, qui est-ce qui nous donne un petit retour à chaud comme ça? Non, ça vous laisse sans voix pour l'instant. Juste il y a de nouveau de l'écho. Sur la construction des ressources pédagogiques, c'est vrai que c'est une question qui vient de manière récurrente. Est-ce que c'est aux formateurs, formatrices internes à le faire ou pas, etc. Juste un petit retour sur le fait qu'en ce moment, on a des ateliers communautiques justement qui permettent d'apprendre à faire des vidéos interactives, à scénariser des ressources, etc. Et finalement, on se rend compte que régulièrement, je dirais, les personnes en interne ont besoin de se réapproprier la manière de créer des ressources. Alors, ce qui ne veut pas dire forcément qu'ils vont le faire pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, mais en tout cas, l'important, c'est au moins comme je dis souvent, de mettre un peu les mains dans le cambouis et de voir comment ça fonctionne pour être capable de créer un cahier des charges derrière. Parce que tu parlais de cahier des charges tout à l'heure, Jean-Luc, sur la formation multimodale. Après, on a des cahiers des charges spécifiques pour faire développer des ressources, faire développer un site web, etc. Et c'est vrai que c'est important, je trouve,
de pouvoir à un moment donné se dire, tiens, je me confronte à ça, j'en réalise, et du coup, je vois aussi quels en sont les résultats, ce que ça donne, ce à quoi il faut penser, pas penser, ce qu'ont fait mes collègues, etc. C'est juste une petite réflexion comme ça, pour dire que c'est une réflexion récurrente qu'on a des uns des autres, c'est de faire des ressources, etc. Je ne sais pas, c'est pas à nous de répondre, mais en tout cas, c'est certainement le boulot des formateurs de s'en préoccuper un petit peu, suffisamment pour dire je suis capable de comprendre ce qu'il y a derrière et un peu derrière la technique pour être capable de créer un cahier des charges, ou en tout cas d'analyser une proposition d'un prestataire. Voilà. Oui, je dirais en complément de ce que vient de dire Christophe, le constat que l'on fait dans les organismes de formation, c'est que on arrive très vite à faire une analyse en fait des ressources numériques dont on a besoin. Et il y a des ressources numériques qui ont une certaine pérennité et qui nécessitent quelquefois un niveau qualitatif qui va permettre de débloquer, on va dire, un budget, hein, en gros d'investir un peu plus, parce que effectivement, dans la durée ou de par le nombre de stagiaires qui vont les utiliser, on peut faire cet investissement-là qui va être rentabilisé, on va dire, hein, sur un ensemble important. Et puis parce que aussi, quelquefois, on identifie que ce sont des ressources qui ont une certaine longévité. On n'est pas obligé de les refaire tous les ans. Et puis à côté, donc là, on va peut-être privilégier la solution externe pour avoir une meilleure qualité de production. Et puis, dans d'autres cas, eh bien, on a besoin que le formateur soit en capacité de produire, lui, des ressources peut-être d'un moindre niveau technique, mais qui ont surtout cette capacité de pouvoir être mises en ligne beaucoup plus rapidement, parce que c'est le formateur qui va pouvoir se les approprier et les mettre en ligne à disposition de ces stagiaires de façon beaucoup plus rapide et en ayant la possibilité de les actualiser aussi ben, régulièrement. Hein, prenez tout ce qui est de l'ordre du législatif ou des aspects comptables, ben, il y a des évolutions tous les ans, même plusieurs fois dans l'année, dans le domaine du social par exemple. Il est nécessaire bien sûr d'avoir une certaine autonomie et souplesse dans la conception de ces ressources. Alors, une petite question de Marie-Thérèse de Santos sur le changement dans la posture du formateur et la résistance au changement. Alors, il n'y a pas de recette, bien évidemment, aujourd'hui dans ce domaine-là. On a besoin de beaucoup communiquer dans l'accompagnement du projet. Il y a une implication nécessaire de l'équipe hein, et de la direction pour savoir où est-ce que l'on emmène l'organisme de formation. Donc la dimension stratégique, c'est un sujet dont on reparlera d'ailleurs lors du séminaire du 11 décembre prochain. C'est effectivement avoir un projet de stratégie digitale, de stratégie multimodale pour son établissement et rendre ce projet visible déjà parce que on est face à des changements qui quelquefois sont lourds, qui peuvent être source d'inquiétude pour les équipes en place hein, et pour les formateurs. Donc, il faut les rassurer, mais pas les rassurer juste en leur disant ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Non, c'est parce qu'on donne de la lisibilité au projet, et la lisibilité du projet, elle passe justement par ses fonctions. Je reviens sur mon petit truc là, voilà, du référent numérique. Si on sait bien décrire quelles sont les missions que l'on attend des formateurs, du référent numérique, de chacun dans le projet, eh bien, on va rassurer chacun, effectivement, sur sa capacité à intégrer le projet. Donc, on va plus facilement faire accepter le changement. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de l'accompagner par la professionnalisation. Donc, identifier les différents métiers vers lesquels le formateur va peut-être se diriger un peu plus que vers un autre. Et puis, bien sûr, faire monter en compétence le formateur en fonction des missions, soit plutôt de conception, de tutorat, d'animation, parce qu'on peut bien sûr rester animateur tel qu'on l'est aujourd'hui dans un dispositif de formation multimodale, mais peut-être avec une façon d'animer différente. Je reprends la main, je reprends la voix. Je ne peux du coup que vous inviter à venir le 13 novembre après-midi pour écouter ce que disent les organismes de formation qui l'ont mis en place. Parce que je dis souvent, on peut parler beaucoup aux formateurs et leur dire, comme tu dis très bien Jean-Luc, ça va se passer comme ci, comme ça ne sert pas à grand-chose. Ce
qui est important, c'est d'avoir des retours, finalement, se dire, on avait peur, voilà ce qui se passe aujourd'hui, on a encore des craintes, oui, mais voilà comment notre boulot a changé, voilà comment on fait de la pédagogie autrement aujourd'hui grâce à cela, etc. Heureusement, si on continue là-dessus, et si la région continue là-dessus, c'est aussi parce qu'on a beaucoup de positifs, même s'il y a aussi du négatif, hein, faut pas se leurrer, hein, l'histoire technique, etc., c'est toujours un peu complexe. Mais en tout cas, on a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Mais ce qui est important, c'est d'écouter. Alors, on a quelques témoignages sur le site communautique, mais c'est bien aussi de venir écouter ce que disent les organismes de formation en disant quand on l'a mis en place, ça n'a pas été simple. Il a fallu qu'on convainque nos formateurs, ça s'est fait petit à petit, voilà ce qu'ils en pensent aujourd'hui, etc., etc. Voilà, c'était juste pour dire ça, parce que moi je crois beaucoup à la valeur de celui de celui ou de celle qui a fait, qui vient expliquer et qui a dit moi aussi je suis passé par là. C'est-à-dire que ce que vous ressentez aujourd'hui, c'est normal. Si je reprends mon cas, hein, Christophe Jourdain, ça fait 20 ans que je travaille sur la question, enfin que je m'intéresse au numérique dans la formation. Ça fait 20 ans qu'on est dans la conduite de changement et je pense qu'on y sera encore. Enfin, je veux dire, tant que nous qui avons connu la formation, on va dire présentielle, classique, et on en a peut-être encore pendant 20 ans, on aura encore ces résistances au changement pendant 20 ans. C'est comme ça. Il faut le prendre en compte, c'est important. Et dernière chose aussi, on avait peut-être remettre à jour d'ailleurs un travail qu'on avait fait il y a 4-5 ans, c'était avec notamment, c'était dans un groupe de travail communautaire et ça avait été initié par le réseau des Greta. À l'époque, ils nous avaient dit, on a beaucoup de mal en fait en interne à parler de la multimodalité. C'est quoi, ça ressemble à quoi? Et derrière ça, finalement, la crainte, c'était mais qu'est-ce que je deviens? Est-ce qu'on va supprimer mon poste? Est-ce que finalement mon savoir savant va encore servir à quelque chose, etc. Et donc, on avait travaillé sur un argumentaire que je pourrais peut-être ressortir, qu'on a mis un peu de côté, parce que vous savez, souvent les ressources, au bout de 3-4 ans, en fait, elles perdent un petit peu de leur efficacité, mais ça vaudrait peut-être le coup de la remettre à jour. Voilà. Alors nous, on va être obligé de vous laisser, parce que je crois qu'on a une vidéo, il y a une vidéoconf. D'accord, on entend que ça sonne effectivement. Bien, bah écoutez, merci, merci à toutes et à tous pour votre présence, votre participation et bah, écoutez, n'hésitez pas à échanger, à continuer d'échanger, soit avec moi, avec Christophe et entre vous sur ces réflexions après les premiers pas dans la multimodalité. Voilà, je vous souhaite, Emma, ça vous souhaite un bon après-midi et puis bah, j'espère à bientôt, le 13 novembre, première étape et au séminaire du 11 décembre ensuite. À Merci très à toutes et bientôt. à tous. Bon après-midi.